Bonjour les cinquièmes, je fais une seconde vidéo après le commentaire de graphique. Alors je vous précise tout de suite que si vous n'avez pas vu le commentaire de graphique, regardez-la avant celle-ci. Vous allez mieux comprendre. Donc là je fais une vidéo pour expliquer en fait toujours ce même graphique, c'est-à-dire l'évolution de la population mondiale depuis 300 ans environ, et je vous précise tout de suite que ça ne sera pas à l'évaluation. C'est quelque chose en plus, c'est quelque chose que vous retravaillerez, mais plutôt au lycée. Je fais simplement une vidéo pour expliquer parce que c'est intéressant, c'est intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'il y a cette augmentation forte de la population mondiale à partir de cette époque et une explosion. Alors que depuis, alors là on voit pas les années avant 1700, mais si on poursuivait le graphique, on verrait que la ligne, elle est globalement toujours la même, elle est à peu près toujours au même endroit pendant des centaines et des centaines d'années. La population du monde, des humains, a très peu augmenté pendant 10 000 ans, 20 000 ans, et puis d'un coup, à partir de 1750-1800, elle a commencé à augmenter très fortement. Donc tout ça pourquoi? D'abord, alors, pour ce qu'il s'est passé en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé en Europe au XVIIIe siècle à partir, disons, de 1750? Il y a eu une révolution. Là, je vous ai mis un tableau pour illustrer. Il y a eu une révolution de l'agriculture, c'est-à-dire un grand changement dans l'agriculture, une modernisation des techniques, des façons de sélectionner les graines, les animaux, voire même des machines. L'agriculture est devenue, en Europe, infiniment beaucoup plus efficace au XVIIIe et surtout au XIXe siècle qu'elle ne l'était avant au Moyen Âge et dans l'Antiquité. Donc comme l'agriculture est devenue beaucoup plus efficace, beaucoup plus moderne, eh bien on a pu cultiver beaucoup plus, donc nourrir plus de monde, et ça a mis fin, ou en tout cas ça a beaucoup diminué, en tout cas en Europe, ça a permis de faire baisser ce qu'on appelle les famines. C'est une famine, c'est quand il n'y a rien à manger et que les gens meurent de sous-nutrition ou de malnutrition, c'est-à-dire que soit ils n'ont pas assez, soit ils n'ont qu'un seul aliment et donc ils manquent de vitamines, ils tombent malades et ils meurent. Donc la modernisation de l'agriculture permet eh bien, d'éviter les famines, donc qu'il y ait moins de morts. Deuxième évolution majeure qui a lieu à peu près un siècle plus tard, vers le milieu du 19e siècle, c'est un monsieur que vous connaissez peut-être, dont vous connaissez évidemment forcément le nom, qui s'appelle, donc c'est un tableau encore, qui s'appelle Louis Pasteur. Alors, qui est Louis Pasteur? C'est un savant, un scientifique français qui vit au 19e siècle et qui travaille sur, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, ça sera plutôt en SVT, qui travaille sur les virus, qui travaille sur ce qu'on appelle la microbiologie, et il a fait plusieurs découvertes. Il permet, oui, il permet d'isoler le virus de la variole. Il fait plusieurs découvertes qui permettent de mettre au point des nouveaux médicaments qu'on appelle les antibiotiques et qui permettent plus tard aussi des vaccins qui permettent donc d'éviter un certain nombre de grandes maladies comme la variole qui auparavant tuaient des millions et des millions de personnes. Maintenant, avec Louis Pasteur, par la suite, on invente des vaccins, on invente des médicaments qui permettent d'éviter ces grandes maladies qui tuaient vraiment beaucoup, beaucoup de monde auparavant. Conclusion de ces grandes choses, regardez, je reviens sur mon schéma de départ, mon graphique de départ. Modernisation de l'agriculture, ça commence vers 1750 et évidemment ça se poursuit sur un temps long. Regardez, ça explique en grande partie l'augmentation très forte, je rappelle, hein, très forte, de la population. Et puis le deuxième élément, c'est la modernisation de la médecine avec Louis Pasteur et d'autres savants qui permettent de mettre au point les antibiotiques, de découvrir les germes, les microbes, etc. Et qui permettent donc de moderniser la médecine, de faire que les gens soient mieux soignés. Donc des personnes en Europe d'abord et après dans le monde entier, des personnes mieux nourries et mieux soignées, eh bien c'est des gens qui ne vont pas mourir ou qui vont moins mourir. S'ils ne meurent pas ou qu'ils meurent moins, ils vont pouvoir faire des enfants et donc la population va augmenter. D'accord? On peut résumer ça en une formule. Modernisation de l'agriculture plus modernisation de la médecine égale explosion de la population.
Pourquoi? Parce que beaucoup moins de gens meurent. Et si beaucoup moins de gens meurent, ces gens qui autrefois seraient morts soit de famine, soit d'épidémie, eh bien, vont faire des enfants et la population va augmenter. Alors ça porte un nom en démographie. Ça s'appelle, donc n'ayez pas peur de ce graphique, il n'est pas si compliqué que ça. Ça s'appelle, regardez en haut à droite, la transition démographique. Transition, ça veut dire le changement. Et notre changement de démographie, il a lieu ici sur le graphique durant la première et la deuxième phase. Donc, notre graphique, je regarde le titre, transition démographique, on parle de démographie, de population. Je regarde les abscisses et les ordonnées. En abscisse, c'est le temps, donc le temps qui s'écoule. Et en ordonnée, c'est le taux de natalité et de mortalité. C'est-à-dire en pour mille, hein, je vous rappelle, c'est pas un taux, c'est pas un pourcentage, c'est en pour mille, c'est les morts et les naissances. Donc comment ça se passe? Dans l'Ancien Régime, c'est-à-dire avant la transition démographique, c'est-à-dire avant cette fameuse modernisation de l'agriculture et de la médecine. Beaucoup de morts, beaucoup de naissances. Regardez, la ligne bleue et la ligne verte. La ligne bleue, c'est les naissances, la ligne verte, c'est les morts. Beaucoup de morts et beaucoup de naissances pour compenser. En fait, les femmes, au Moyen-Âge, par exemple, faisaient 8, 9, 10, 11, 12 enfants. C'était courant, c'était classique, c'était normal. Pour compenser le fait que 3, 4, 5, 6 enfants allaient de toute façon mourir dès la naissance. La mortalité infantile était très élevée. Donc on faisait énormément d'enfants, il y en avait énormément qui mouraient, et puis à la fin on avait une natalité à peu près égale à la mortalité, et une population qui augmentait du coup très légèrement. À partir du moment où on rentre dans cette transition démographique, la mortalité, la ligne verte, baisse, s'écroule, chute. Pourquoi? Parce qu'on est mieux nourri, puis on est mieux soigné, donc il y a moins de morts. En revanche, on continue à faire beaucoup d'enfants, parce qu'il y a la force de l'habitude. Et puis aussi parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle les moyens de contraception, c'est-à-dire les moyens de ne pas avoir d'enfants. Donc, s'il y a moins de morts, mais que les femmes continuent, et les hommes continuent à faire beaucoup d'enfants, parce que c'est l'habitude tout simplement, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a, regardez le jaune ici, le jaune va s'agrandir, c'est ce qu'on appelle l'accroissement naturel, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup plus de gens qui naissent que de gens qui meurent, donc durant toute cette phase, la première et deuxième phase, surtout au milieu, on va avoir une explosion de la population. Parce que l'écart entre le nombre de naissances et le nombre de morts, le nombre des naissances qui reste élevé et le nombre de morts qui chute, est de plus en plus gros, de plus en plus fort, de plus en plus important. Deuxième phase de la transition, eh bien, c'est les femmes et les hommes qui ont compris qu'ils n'ont plus besoin de faire autant d'enfants, qui ont aussi à leur disposition des moyens de contraception, et il y a aussi des changements dans la société, il y a plein d'explications, on ne va pas rentrer dans le détail. En tout cas, chute de la natalité, du coup, on peut faire moins d'enfants. Comme on fait moins d'enfants, la natalité rejoint petit à petit la mortalité, et regardez ici la ligne en violet, donc la population qui pendant la transition a augmenté très fortement, parce que l'écart ici en jaune était de plus en plus fort. Comme l'écart en jaune se resserre, eh bien la population augmente moins, et finalement presque plus à la fin. Et c'est ce que je vous avais dit, regardez ce schéma, regardez ce graphique, pour l'Inde. Regardez, une natalité, l'Inde elle est en fin de transition démographique. Elle est en fin de deuxième phase ici. Donc la natalité chute, mais elle reste plus élevée que la mortalité. Mais en 2050, on avait dit que ça allait se rejoindre. Et à ce moment-là, vous voyez, en 2050, l'Inde aura terminé sa transition démographique et la population n'augmentera plus ou presque plus. C'est un tout petit peu différent, enfin c'est même très différent pour le Nigeria, où on avait vu ici que la population allait augmenter très très fort. Pourquoi la population augmente très très fort? Bien parce que le Nigeria est moins avancé que l'Inde dans sa transition démographique. C'est un pays moins avancé, moins moderne, qui est en développement.
Et par conséquent, eh bien, le Nigeria est encore là, mais il va faire comme l'Inde, et comme l'Europe il y a 200 ans, il va un jour arriver ici, et la population, là encore, n'augmentera plus, ou plus trop, plus beaucoup. D'accord. Donc là, c'était donc une phrase pour résumer tout ça. On la lit ensemble. L'explosion de la population mondiale, donc en ce moment, et puis jusqu'à 2050-2060 environ, s'explique par la fin des grandes famines et des grandes épidémies, qui eux-mêmes s'expliquent par les progrès de l'agriculture et de la médecine. Donc la mortalité chute, il n'y a plus de grandes famines. Une famine, c'est quand on n'a plus rien à manger, et une épidémie, ben, vous savez ce que c'est. Euh, donc fin des grandes famines et des grandes épidémies, mais aussi et par le maintien pendant un certain temps d'une natalité élevée liée aux habitudes. Donc une mortalité qui s'écroule, et en même temps on continue à faire beaucoup d'enfants, la population explose. Au bout d'un moment, on fait moins d'enfants, et la population, ça sera vers 2050, la population du monde, à l'échelle du monde, se stabilise. Donc comprenez bien que c'est un modèle, c'est quelque chose qui fonctionne pour le monde entier. Ça a commencé en Europe, parce que au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, il faut le dire, l'Europe était très avancée scientifiquement, au niveau de l'agriculture, au niveau de la médecine, l'Europe était beaucoup plus avancée que le reste du monde. Donc ça a commencé en Europe, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. Euh, Au XXe siècle, ça a été autour des pays émergents, donc l'Inde, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Algérie aussi, la Tunisie, le Maroc, ces pays qu'on appelle des pays émergents dont je reparlerai dans une prochaine vidéo, eh bien, ont suivi ce modèle-là et ont entamé leur transition démographique. Et puis aujourd'hui, c'est suivi par les pays les plus pauvres, les moins avancés, les pays en développement, qui sont surtout des pays d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud, qui aujourd'hui, eux, sont en pleine transition démographique, mais qui suivent le même chemin. En fait, tous les pays du monde ont suivi le même chemin, suivent le même chemin et suivront le même chemin dans la question, en matière de démographie, en matière de population. Donc là, on a expliqué pourquoi la population augmente très fortement, pourquoi elle continue aujourd'hui à augmenter très fortement, parce qu'il y a encore plein de pays qui sont encore en pleine transition démographique, et pourquoi à partir de 2050, eh bien, ça n'augmentera plus ou plus beaucoup, ça va se stabiliser. Voilà, j'arrête là pour la vidéo, je vous en fais une prochainement. À lundi.